Donc, nous allons parler ce matin un peu de l'état. On va faire un état des lieux du cinéma indépendant avec nos invités, réalisateurs et producteurs de la compétition des films indépendants du CEFF. J'ai à ma droite, c'est ça, Robert Greene, donc, qui est le réalisateur de Kate Plays Christine. Après, donc, j'ai Joël Potricus, qui est donc le réalisateur de Alchemist Cookbook. Après, donc, excusez-moi, j'ai un petit problème avec les noms. Daniel Grove, qui est le réalisateur de The Loner. Bonjour. Et Reza Safai, qui est le acteur principal et producteur et scénariste, co-scénariste. De The Loner aussi. Donc voilà, on va commencer. Alors si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à lever la main. C'est très démocratique ce matin, c'est ça qui est bien. Mais donc voilà, on va donc commencer cet état des lieux en posant des questions donc assez directes. Et donc la première question qu'on va poser, c'est pour vous, qu'est-ce que ça veut dire être un indépendant ? Qui veut prendre la parole en premier ? Reza. What is an independent film? Do you mean, can we define the question a little bit more in terms of how I see independence? Like when I see a film, how I see what it, you know, does this define it as independent? Peut-être même à l'intérieur de vous-même, est-ce que ça existe un artiste indépendant et qu'est-ce que ça signifie être un artiste indépendant pour vous? In my opinion, it means that you have to do everything from the ground up. And that, I mean, I think that's true of every aspect of cinema usually. Mm-hmm. But I have an idealistic version of independent cinema, which is the one that I try to do, which is, to put into the world the stories that I want to see and hear. And an aesthetic that I feel like I don't see in a lot of independent cinema. I feel like independent cinema goes through a lot of trends, and some of those trends are things that I don't really respond to, and so I also try to combat independent cinema. Sure. Alors pour moi, être un artiste indépendant ou un réalisateur indépendant ou participer au cinéma indépendant, c'est concevoir toutes les étapes comme celles que l'on doit prendre à sa charge, c'est-à-dire qu'on fait tout soi-même, tout, absolument tout, des prémices jusqu'à l'arrivée. Et je pense que c'est vrai avec tous les aspects de tous les types de cinéma, mais plus particulièrement dans le cadre du cinéma indépendant. Et peut-être que j'ai une vision un peu idéaliste du cinéma, mais pour moi, le cinéma indépendant, c'est aussi proposer des histoires qu'on n'a pas l'habitude de voir et les réinjecter dans le monde et montrer des images qu'on a envie de voir, montrer des histoires qu'on a envie de voir. Mais je pense que le cinéma indépendant est aussi un espace dans lequel on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de tendances, qu'il y a différentes modes presque de types de films, d'histoires. Et pour ma part, il y en a clairement certaines auxquelles je n'adhère pas. Vous avez effectivement toutes les trois équipes des films extrêmement différents. Est-ce que, par exemple, Joël, votre film est radicalement différent de The Loner? Votre film est un docu vraiment hybride, assez incroyable au niveau de la forme. Est-ce que vous deux aussi, vous avez vous êtes d'accord avec la définition de Reza, ou est-ce que vous avez quelque chose à apporter? Primarily, independence means you don't have any money, which is kind of what you went there and then you went idealistic, which I appreciate your idealism. But that's liberating to not have any money. And sometimes you can find, there's many situations where you find people who work at a certain level, which means they have a lot of control, and then that goes well, and then you move up. And in moving up, you lose that ability to sort of control things, and sometimes it doesn't work so well. And that can happen on all sort of scales. For me, I edit fiction films, and
and direct documentary. Well, direct sort of weird documentaries. And I guess independence means that I don't have to, you know, I haven't joined the editors union. Not that I have anything against the editors union, but I just want to make what I want to make, and I get to do it in various ways. And so to me, that's what that means, I guess. I'd like more money, but that's not, I don't really, I guess independent film has never made money in the world, really, and only in a tiny, like maybe a couple bubbles did it ever even seem possible that it might make money. And so I sort of start from the idea that, like, I have to pay back the people who give me the money, but that's it. And that's the only sort of lack of independence you have, is just the fear that, you know, eventually someone's not going to give you another opportunity. And so for me, it's very much financial. In terms of aesthetics and what kinds of movies we make, I wouldn't know how to do anything. I've tried. I've actually sat down and tried to think, like, what would I do that would make something different? I very much want to have an audience, but I want to challenge that audience and make, you know, try new things. So it's all sort of wrapped up into one thing for me, which echoes what you're saying, I think. Donc, à mon sens, être indépendant signifie avant tout ne pas avoir de moyens lorsqu'on fait un film. Et en même temps, ne pas avoir énormément d'argent lorsqu'on réalise peut être extrêmement libérateur. Ça nous permet d'avoir le contrôle de A à Z sur le film. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de réalisateurs qui, sur des petits budgets, avaient les pleins pouvoirs sur leur film, et dès le moment où ils passaient au stade supérieur en termes financiers, commençaient à perdre les pédales. Donc pour ma part, je suis monteur sur des films de fiction, mais je réalise des documentaires. Mais je suis toujours un petit peu resté en marge du monde des monteurs. Je n'ai jamais rejoint, par exemple, le syndicat des monteurs. Après, il est certain qu'en tant que réalisateur, j'aimerais bien avoir plus de moyens pour faire mes films, mais il faut savoir que le cinéma indépendant ne rapporte que très peu d'argent. Donc je cherche simplement à ce que mes films soient rentables suffisamment pour qu'on me donne une chance pour mon film suivant. Mais de manière générale, à part quelques rares exceptions, le cinéma indépendant n'a jamais été particulièrement rentable. Et en termes de style, je ne me pose pas vraiment la question du public. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est pousser le public dans ses retranchements. Et je ne saurais pas vraiment adopter de style différemment pour plaire davantage au public. Reza parlait de tendance. On voudrait savoir si, selon vous, il existe deux types de cinéma indépendant. Par exemple, si on prend l'exemple de films produits ou distribués par des sociétés comme Fox Searchlight ou Sony Classics, est-ce que vous pensez que ces gens-là font le même métier que vous? Et est-ce que des gens comme par exemple Edward Burns ou Julie Delpy, qui font aussi du cinéma indépendant, ont la même indépendance que vous? Est-ce que vous faites une distinction entre différents types de cinéma indépendant? Ooh, I love this question. Bonne question. En fait, I used to work at Fox Searchlight many years ago, and I think academically the answer is yes. There is a very big difference. You know, there's a grand difference between, I think, independent cinema in America, where we all work in, and in France and in Europe. You know, here in Europe there is sort of the support for the system. You know, just walking down the Champs-Élysées, there's 3 art house cinemas. There are 3 art house cinemas in LA. Like LA, which is one of the biggest cities in the world, has 3 art house cinemas. And that's sort of a trend that you find throughout the States. And there's not a huge distribution network for a lot of material unless they are within the Fox Searchlight, Sony Pictures Classics realm of experience. And so, you know, that creates kind of like this band of outsiders approach, I think, to get to what you were saying earlier, where, you know, we almost have to kick against the pricks in order to, you know, make a kind of cinema that cuts through the noise. And I think that, you know, there is a trend that you're seeing now, which is
there's so much noise out there with Facebook and Twitter and the internet, and you know, anyone younger than 18, they can't capture their mind for more than 20 seconds on YouTube. That we're finding a cinema that is becoming, I think, more political, more polemic. I think we live in a day and age where, in order to cut through the noise, you have to be, you know, more controversial. And I think we're going to be seeing more stories like this, you know, and with the Fox Searchlights and the Julie Delpys of it, I think you're going to be seeing those people and those A-list actors and whatnot want to move towards those voices that are saying, well, what the hell is happening here? You know, in America at the moment, they're going through an existential crisis, multiple existential crises, like a teenager, because it's a young country compared to, you know, countries in Europe. And you're seeing this question of race, question of feminism, really rearing its head in, I think, a very good way. And I think there's a mirror that they're holding up to themselves. And I think that the cinema that we're going to be seeing in the next decade is really going to reflect this. And I'm actually very happy that that's finally happening, you know. Can I just add something to this? Is that also it's a hustle. Like being an American independent filmmaker, you're a hustler. You have to be, because we don't get money from the state or anywhere else. And so financing plays a big part in that. And I would just also say there's always exceptions, like Todd Haynes, you know, like I Am Not There is as fucking indie as anything else. Like the Paul Newman movie? Oh yeah, The Hustler. Okay. Oh yeah. Yeah, okay. exactly. Alors, oui, pour vous répondre, la réponse académique que je dois vous faire, c'est oui, évidemment qu'il y a différents types de cinéma indépendant. Moi-même, par exemple, je peux vous en parler puisque j'ai travaillé pour Fox Searchlight il y a quelques années. J'ai travaillé quelques années avec eux également. Et oui, il y a une énorme différence. C'est-à-dire c'est même pas comparable, en fait, le cinéma indépendant déjà américain par rapport au cinéma français indépendant, par rapport au cinéma européen indépendant. Déjà, le simple fait qu'en fait, il existe un système de financement et de soutien de l'État par ailleurs pour les films indépendants en Europe ou en France, c'est quelque chose que vous ne trouvez pas aux États-Unis. Regardez, vous avez l'exemple, vous descendez les avenues des Champs-Élysées, vous trouvez 3 cinémas d'art d'essai à LA, qui est donc la ville du cinéma, vous en trouvez 3 dans toute la ville. Donc ça vous donne quand même une idée de ce que vous voyez aux États-Unis. Ça reflète vraiment la difficulté, la disparité de la distribution des films indépendants qui, en fait, quand ils ne se trouvent pas dans les circuits indépendants qui sont repris par Fox Searchlight ou Sony Classic, etc., en fait, ne sont pas distribués, voire ne sont quasiment pas visibles. Donc du coup, ça constitue une espèce de gang d'outsiders où on est vraiment à l'extérieur de ça lorsqu'on décide de ne pas collaborer avec ces types de distributeurs. Et je pense qu'en fait, pour percer, nous, on a besoin de taper dans les murs, on a besoin d'être encore un peu plus subversif, de faire plus de bruit que le bruit qu'eux-mêmes font. Et donc, ça va aussi être le seul moyen de captiver l'attention des publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un monde des réseaux sociaux, avec Facebook, avec Twitter, où les moins de 18 ans ont 20 secondes d'attention en moyenne sur YouTube, nous, il faut que notre cinéma soit beaucoup plus politique, soit beaucoup plus polémique et du coup d'une certaine manière beaucoup plus controversé. Et je pense qu'en fait de plus en plus d'histoires comme les nôtres et pas comme celle de Julie Delpy vont voir le jour dans les 10 prochaines années, puisque ce sont nos histoires qui vont être particulièrement réflexives et qui vont en fait aller dans le sens des crises existentielles multiples que les États-Unis traversent en ce moment. Et en fait je pense que les gens ont besoin de ça, ont besoin d'avoir un miroir qui leur renvoie leurs propres questionnements. Et par ailleurs, nous, évidemment que c'est des crises multiples parce qu'on est un pays aussi beaucoup plus jeune que les pays européens, mais ces questions-là qui se posent aujourd'hui, les questions raciales, les questions féministes, c'est des questions extrêmement importantes qui vont vraiment trouver, je pense, une résonance dans les 10 prochaines années et dans un cinéma qui va nous refléter et nous apporter quelque chose de beaucoup plus prometteur. Par ailleurs, ce qui est ajouté, c'est que le cinéma américain, c'est aussi indépendant, c'est aussi une forme d'arnaque un peu. Vraiment, on est en train d'essayer de chercher un moyen de soutirer de l'argent d'une manière ou d'une autre, puisqu'on n'en obtiendra jamais de l'État. Donc en fait, on a une espèce de positionnement très particulier comme ça, où en fait on a besoin de trouver un moyen d'exister, tout en n'ayant pas forcément les ressources pour le faire. Mais en même temps, vous avez des exemples, des exceptions comme Todd Haynes, qui a réalisé I'm Not There, et qui est un film incroyablement indépendant, très subversif, mais qui d'ailleurs n'est pas du tout sur les mêmes circuits. Chad Artigan, qui a réalisé Maurice from America, qui est parti maintenant, mais qui était donc en compétition, disait qu'il n'a jamais été plus facile de faire un film qu'aujourd'hui. En revanche, il n'a jamais été plus difficile d'intéresser les gens
à ces films. Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, Joël, vous qui faites un cinéma qui n'appartient qu'à vous, qui est vraiment le reflet, enfin vous faites un cinéma d'auteur très extrême, est-ce que vous avez effectivement l'impression qu'il faut aller chercher les gens pour qu'ils s'intéressent à vos films? Yeah, you know, when I think right now it's talking about Morris from America. He's got big stars. For me, when I was a kid, it was like the idea of being an indie filmmaker. Just those two words together sounded really cool and like very hip. And I'm jealous of indie musicians because I think an independent filmmaker is the hardest independent artist you can be. So even with Chad Hartigan having big actors, I can't imagine the struggle still, because you have to pay those actors a lot of money, and I don't pay my actors hardly anything, and I'm still fighting. And you learn going through this that being an independent filmmaker is probably the most unglamorous kind of job in the arts there is, because most of the time you're just looking for money and begging for money, and that feels like nothing like an artist. You just feel like a sleazy businessman or something. So then, but it's weird because now you have movies that are independent, like The Revenant. And if I was a kid and I would have seen The Revenant and someone said this is an independent film, I would have been really bummed out, because I would never have been able to think I could make that movie. So when I was younger and you had movies like Stranger Than Paradise, that's an independent film to me. I can make that movie, but I can't make The Revenant. So I feel bummed for the kids of the future who are confused at the term independent film and don't realize that you don't have to have $250 million to make an independent film. So I just scrape by, and I'm still trying to figure out how you make money and how you find money. So, yeah. You start a winery, man, because this is it's very. I'm not trying to be even negative or anything. I'm just shedding the truth on the unglamorous life of an independent filmmaker. It sounds very cool, but it's exhausting, and you feel like a businessman. Donc, c'est vrai qu'être réalisateur indépendant en ce moment, c'est assez difficile. Quand j'étais plus jeune, je trouvais que être réalisateur indépendant sonnait comme quelque chose de particulièrement attractif. Mais en fait, maintenant, je suis assez jaloux de l'indépendance que peuvent avoir les musiciens indépendants, qui eux ont une indépendance beaucoup plus importante, puisque l'indépendance d'un réalisateur est, je pense, celle qui est la plus dure à vivre. Alors, on parlait de Maurice Fameka. Moi, en l'occurrence, j'ai travaillé avec des acteurs pas connus qui étaient très peu payés, donc c'est une réalité encore différente. Mais le métier de réalisateur, de manière générale, de réalisateur indépendant, en tout cas, n'est pas du tout glamour. On passe son temps à mendier, un peu comme un homme d'affaires à la dèche. Et quand on voit aujourd'hui que des films comme The Revenant sont labellisés films indépendants, je me pose vraiment des questions, parce que je me dis, quand j'étais plus jeune, pour moi, un film indépendant, c'était quelque chose comme Stranger Than Paradise de Jarmusch. Et je vois mal comment aujourd'hui des jeunes qui découvrent The Revenant, qui est un film à plusieurs centaines de millions de dollars, peuvent comprendre ce qu'est vraiment un film indépendant. Alors Daniel suggérait que pour faire de l'argent à côté des films, on pouvait ouvrir un vignoble, ce qui est une solution éventuelle. Mais c'est vrai qu'en tout cas, le monde du cinéma indépendant a rarement été aussi divisé. I mean, I just want to respond to what Chad said too. I mean, I kind of like that, the setup. You know, it's very easy in many ways to make a film, very hard to get people to come to see it. But it's also, I also feel like part of what's going on is that you make something and it doesn't have the immediate rewards of, you can make some of your money back or something, but then I'm finding, having now directed 5 films, that people continue to find the films in all these ways, because you can find them very easily online. You can see
you know, you could see movies. If someone makes another movie, and you go back and find out they made these other movies, and you know, oh wow, I've seen Ape now because I like this new movie. That's cool. And so I think there is still an audience for, you know, independent work, and I agree with you. I think it's a bummer to think that The Revenant would represent something to young people, but I don't think it does necessarily. I think people can tell, and I think so. I think there's just a real flattening out between the audience and the filmmakers now, where like it used to be that Jim Jarmusch was like a magician, you know, and I, as someone in North Carolina, you know, I couldn't see his movies in the cinema, and it would take forever for me to be able to see Stranger Than Paradise, and I probably saw it like years after it was made, and then I probably saw 5 or 6 Jim Jarmusch movies in a row, but he was like a magician from another planet, you know. And now I don't think that's the case. I think people feel like the line between the people who go to see the movies or go find the movies eventually, be they 19-year-old kids or whatever, and the filmmakers, we're often closer now. And I think I don't know that we know where that's going to go, but I think that's an interesting thing. And I think I think like things like Twitter, you know, and being online and having a presence online and people talking to you, and it's all sort of one mix now. So I still think the movies are being seen, you know, and I think there's the thing is that it seems like there's millions of movies made every year, and you just have to work your way into a situation where people care about yours. And I think, you know, it can be political, it can be controversial, or it can be, you know, if you're making a documentary, you strike gold, or you know, you figure out a way to make a comedy out of nothing, you know, and somehow we still find these audiences. So I mean I feel like there's a lot of doom and gloom, which is appropriate, because it's hard not to be cynical about it, but at the same time, I love connecting with people, and I love that my movies. I don't make movies for right now anyway. I really want to make movies that people will care about in 20 years, and I don't know that that's possible for me, but I see people coming to the movies all the time, and to be like, oh my God, I just saw this thing that you made 5 or 6 years ago, and I hope that continues to happen. Donc pour revenir encore sur ce qu'avait dit Charles, c'est effectivement vrai qu'on a vraiment une dichotomie entre la facilité de la fabrication d'un film et la difficulté de la rencontre avec le public ensuite. Mais le problème vient du fait qu'en fait on fabrique une œuvre et qu'on aspire à une reconnaissance immédiate, ce qui n'est pas forcément évident. C'est-à-dire que j'ai réalisé 5 films et les gens continuent à découvrir les premiers films que j'ai faits maintenant avec tout les nouveaux moyens, les nouvelles plateformes de diffusion des films. C'est vrai que ensuite, si on pense à The Revenant, je pense au contraire que le public sait distinguer les différentes catégories de films indépendants. Mais si on pense par exemple au début de Jim Jarmusch dans les années 80, on le voyait vraiment comme un réalisateur magicien. J'étais originaire de Caroline du Nord, où c'était extrêmement difficile d'avoir accès à ces films. Ces films ne sortaient pour ainsi dire pas. Et j'ai découvert plus tard 4-5 de ces premiers films à la suite. Mais aujourd'hui, je pense que l'avis du public, la réaction du public par rapport à ces films serait peut-être un peu différente. Et je ne sais pas vraiment quelle direction ça peut prendre dans le futur. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est un peu mêlé. C'est-à-dire mon œuvre, ma présence sur les réseaux sociaux, par exemple, la manière dont j'interagis avec les gens. Mais au fond, le principal, c'est que les films continuent d'être vus par un public. Chaque année, il y a des millions de films qui sont faits. Et il faut s'arranger pour que les gens les voient. Donc si c'est lié, par exemple, à la manière dont les gens me perçoivent, si ça peut amener les gens à voir mes films, c'est tant mieux. Mais je pense qu'il faut, de manière générale, arriver à être astucieux sans devenir cynique, ce qui est le plus dur. Et je fais des films pour qu'ils soient vus, pas forcément de manière immédiate. Ça ne me gêne pas que les gens découvrent mes films dans 20 ans. Il y a régulièrement des gens qui viennent me voir en me disant qu'ils ont vu mon premier film, qui a pu être fait il y a 5 ans, par exemple. Donc, je n'ai pas ce problème de l'immédiateté
la découverte de mes films. Pour revenir un petit peu sur l'aspect financier de l'indépendance, est-ce que les gens qui financent vos films, vous diriez qu'ils sont des passionnés, ou est-ce qu'au final, eux aussi cherchent une certaine rentabilité et que vous avez affaire à des gens, à une sorte de mini-système de studio à une échelle indépendante? I think the people who finance films come from a whole range of, you know, of swaths of life and culture and society and economic backgrounds, just like the people who finance, you know, illegal drug trafficking. You know, there are some people who do it for the glamour and they want to walk a red carpet on the Croisette, and then there are some people who really are film lovers and they really want to push culture and they really want to test the culture, you know, whether it's, you know, movies about sexuality or women or whatnot. And then there are a few people trying to play the game and trying, you know, seeing if they can get above 20%, which is kind of, you know, in the States we say if you make 20%, it's a very successful independent movie. If you make your money back plus 20%. You're seeing right now, we live in Los Angeles, which is its own sort of independent thing versus, say, New York or wherever. You're seeing a lot of Silicon Valley money, because there's a lot of new, young, hot entrepreneurs and 23-year-olds who made $100 million by selling an app to Facebook or Google or Microsoft, and then they, you know, and that's not very sexy, so they go finance some independent movies. So it's a very interesting time, yeah, and we are always chasing money. But what's interesting is the money is kind of there, and it is floating around. You know, sometimes it's Chinese money, sometimes it's Russian. Oh my God, sometimes it's Russian money, and and sometimes it's Belgian money that's tax write-offs for what it's such and such and such. But it is, you're constantly playing and tooling and, you know, adding 10% here and adding 10% there. It's like making, you know, a big soup. And you're constantly adding new you know, it's like I like saying that making an independent movie is like being one of the witches in Macbeth. You're just like constantly stirring this pot, waiting for it to bubble up, and you're putting in, you know, ears and twigs and, you know, sorry. and you're finally waiting it to bubble up, and then it bubbles up, and you're like, okay, now we're gonna make a movie. Yeah. Alors j'aurais tendance à dire qu'il y a un très large spectre de types de personnes qui peuvent investir dans le cinéma, qui ont des bagages socio-économiques, des patrimoines culturels et spécifiques dans leur vie qui sont très très variés. Mais je pense que c'est la même chose en fait quand on pense au trafic de drogue à grande échelle. Évidemment qu'il y a des gens qui ont un enjeu glamour, qui est l'envie de financer un film et de monter les marches de la Croisette. Il y a ce type de personnes. Évidemment qu'il y a aussi d'autres types de personnes, tels que les vrais amateurs, les amoureux du cinéma, passionnés, qui veulent repousser les limites de la narration, parler de sexe, parler de femmes, parler de je ne sais quoi. Mais il y a cette grande règle aux États-Unis aussi de ceux qui veulent faire plus que 20%, c'est-à-dire que quand vous récupérez votre investissement plus 20% de bénéfices, on considère que vous êtes allé, vous avez un peu gagné le Graal des indépendants, quoi. C'est-à-dire que là, vous avez fait quelque chose de spécifique. Je pense que chacun vient avec son ambition. Mais nous, par exemple, qui venons d'LA, qui donc vivons dans une ville très très différente de New York en termes de financement et de distribution indépendante, on trouve aussi beaucoup d'argent de la Silicon Valley, c'est-à-dire beaucoup de jeunes entrepreneurs très friands d'investir l'argent et les millions qui viennent de se faire en vendant une quelconque application à Google, Facebook ou Microsoft. Et effectivement, c'est pas très sexy pour eux d'avoir gagné leur argent comme ça, donc ils ont envie de réinvestir en fait, ils ont envie de participer à quelque chose de créatif et d'indépendant. Et puis évidemment, il y a aussi une course, comme une chasse au trésor derrière l'argent où on cherche sans arrêt. On sait que l'argent est là, qu'il flotte dans le coin, qu'il y a des gens qui en ont, mais il faut le trouver. Et parfois, ça veut dire aller chercher de l'argent et des subventions chinoises, des subventions russes, oh là là, des subventions belges parfois avec une des taxes spécifiques. Ça veut dire aussi, en fait, avoir le sentiment d'être au-dessus d'un grand bol de soupe et de rajouter sans arrêt des trucs, 10% par-ci, 10% par-là. Et moi, j'aime bien cette image m'imaginer comme l'une des sorcières de Macbeth avec son gros chaudron qui passe son temps à remuer son chaudron encore et encore et encore et à y rajouter des oreilles, des brindilles, des trucs comme ça. En fait, c'est comme ça que j'arrive à faire mon cinéma.
would just add that, you know, we're all, like Daniel and I have a company, and we, our first film, we put money into something that no one wanted to put money into, a black and white Iranian vampire Western. And to me, what that experience did is it gave me a newfound hope, actually, for independent cinema and the audience for it. You know, because we not only love the project, but we really invested in the person and the filmmaker. And I think it was a really strong litmus test for us. You know, it was like, if this is the kind of thing we want to do, and if had it completely failed, I don't know if we would be sitting here right now. So that aspect to me is very hopeful. Alors dans mon cas, j'ai aussi une expérience précédente qui m'a aussi beaucoup donné d'espoir, c'est qu'on a investi là où personne n'avait envie d'investir. C'est le cas d'un film, c'était un western en noir et blanc, un western iranien en noir et blanc. Donc si vous avez reconnu le film, il s'agit A Girl Walks Home Alone at Night de Annalili Amirpour. Et c'était une expérience qui en fait a été vraiment fondatrice d'un nouvel espoir, d'un nouvel essor pour moi, parce que non seulement on investissait dans un projet dans lequel on croyait, dans lequel personne ne croyait, mais on a rencontré un public qui aimait et qui soutenait ce projet aussi. Et donc ça a été un investissement à la fois dans le projet, mais aussi dans la personne et dans, je pense, dans l'envie d'investir sur la personnalité créative aussi, donc la réalisatrice. Et je pense que si ce film avait rencontré un échec absolu, on ne serait pas ici pour en parler. Je pense que ça a aussi été ce genre d'expérience qui redonne en fait espoir quand il s'agit de cinéma indépendant. Joël, Robert, est-ce que vous voulez nous dire où vous trouvez l'argent, vous? Est-ce que c'est une lutte de tout instant? Well, for me, it's yeah. I mean, it's a struggle, but also I've made many very, very cheap movies, which I think is smart. You know, for documentary. I mean, so I can talk about a couple of things. So my first few documentaries, I was working at a company called Fourth Row Films, and basically my job was to edit and post-production supervise other projects like that, like marketing and commercial projects. And I would say, okay, well, I'm going to go quickly try to make a movie and just pay me my salary, and I'll just produce this movie, and trust me, it'll work, you know. And somehow it did. And I made a film. We shot a documentary in 3 days, and that's ridiculous. And like it somehow worked out. And then we shot a documentary in a week. And then once I did that, I kind of proved that I could do it, and that was really crucial. And then this last film, we needed more money, and so, but I had built up sort of enough that, like, you know, making films for basically no money, that I had enough of a reputation to get the money we needed. But it was still a struggle, and we just barely got enough money we needed, that we needed for Kate Plays Christine. I also edit Alex Ross Perry's films, the last few of those films, and he basically cashed in sort of his very, very cheap, no-budget film, The Color Wheel, which cost, you know, a credit card, and it looks like it, and basically he you know, essentially, like, I have a skill that I could sell, which is I edit, you know, and that is something you can do. Alex can write, you know, and so the Listen Up Phillips script went to Hollywood. I mean, it was like it jumped over this sort of imaginary fence and was sort of seen as a great screenplay. And from that, he did his game, and our game collectively has been to use well-known actors and to give them juicy roles that they love, and then we can make a film for, you know, Queen of Earth cost $150,000, and this new one we're editing now costs $400,000. But it has like a cast of like 9 famous people or something. So that's kind of crazy that we can pull that off. But that's all built on, once again, is the same kind of thing. It's reputation of what you've done in the past, and just sort of continue to leverage that and continue to take risks. And gradually more and more people get interested. So that seems obvious. Just make good stuff, and eventually people will show up. But it is I think hustle is the right word.
And Alex and people like Joe Swanberg and myself and Joel, and we have to be really, we have to be like thinking almost like we're 3 steps ahead of what people expect us to do and where we sort of exist in the space. And that's something that just, it just comes with like, knowing how to get people excited again. And it's always, when you're done with one process, you're like, all right, now I have to get people excited again. How am I going to do that? What am I going to say? What's the project going to entail? And then you just hope for it. So this next film, I went to Sundance. I won an award with this weird movie that is playing here. And everyone's like, okay, well now you can go make a conventional thing, and I'm saying, no, I have to make something weirder, and so we'll see if I can get any money for that. Sorry for so long. Donc effectivement, c'est assez difficile d'arriver à financer des films indépendants. En l'occurrence, je fais des films sans moyens. Mes premiers docus, pour le coup, étaient faits avec encore moins de budget. À l'époque, je travaillais dans une société de production qui s'appelle Fourth Row. Et en fait, je montais, je supervisais des projets, notamment des publicités. Et à côté, je réalisais mes propres films en empruntant le matériel de la société. Donc j'ai fait mon premier documentaire en 3 jours, ce qui paraît invraisemblable. Ensuite, j'ai fait le deuxième en 1 semaine, avec un peu plus de moyens. Et au fur et à mesure, comme ça, j'ai réussi à monter Kate Plays Christine, qui était un film qui, pour le coup, demandait un budget assez conséquent. Et donc, je suis monteur de fiction, comme je le disais. J'ai monté notamment les films d'Alex Ross Perry. Et lui, par exemple, a fait son premier film, The Color Wheel, qui n'a vraiment rien coûté. D'ailleurs, ça se voit à l'écran. Et donc, je sais vendre mes talents de monteur. Alex, lui, sait vendre ses talents de scénariste, si bien que son film suivant, Listen Up Philippe, a été présenté à des agents à Hollywood, et on a réussi à impliquer des acteurs assez connus dans le projet. Donc on arrive, film après film, à grimper l'échelle des budgets. Sur le prochain qu'on est en train de monter, par exemple, on a réussi à avoir 9 acteurs connus au casting. Donc en fait, plus on fait de films qui arrivent à circuler, plus on arrive à intéresser les gens. Que ce soit des cinéastes comme Joe Swanberg, comme Joël ou comme moi-même, on doit constamment avoir en fait 3 tours d'avance sur les financiers. On doit savoir ménager les attentes des gens qu'on rencontre. On doit savoir les intéresser à nos projets. Mais par exemple sur Kate Plays Christine, j'ai réussi à être sélectionné à Sundance, à y gagner un prix. Et on pourrait s'attendre à ce que je décide de faire des films peut-être plus grand public, mais au contraire, je me dis que c'est un encouragement à faire des films encore plus étranges. I just want to say also that it's different for documentaries and fiction often. Documentaries, you really can go to places like Sundance and CineReach and places, and often what gets funded, though, for documentaries are issue-driven things or a very clear story, but that is changing. For Sundance, I was a part of a fellowship this year called the Art of Nonfiction Fellowship, and it's a big initiative within Sundance to fund more adventurous documentaries and to support filmmakers who want to make more adventurous documentaries. So that is actually changing, and that is something of a system that kind of exists. And even because we've talked about, basically being no system, for documentaries there is something like a system, and I would say that there is something like a system for writing a drama or a comedy, but that's the star system basically, and you get a cast and you have a movie, and it's that simple. But documentaries, there is this other sort of avenue, and I do think it's in the U.S. that is expanding. Hopefully it's not a trend. That's the question. Is like whenever people realize that they're not going to get their money back, are they going to stop funding? That's always the question. But I do think there is something happening in terms of how people think of documentaries sort of as a different thing now. Après, il faudrait préciser qu'il y a une différence entre les documentaires et les fictions, c'est-à-dire qu'il y a notamment tout un circuit de festivals pour les documentaires. Mon film a bénéficié, par exemple,
d'une bourse qui finance, d'une bourse créée par Sundance, un programme pour financer des documentaires qui sortent un petit peu des sentiers battus. Donc autant sur les fictions il n'y a pas vraiment de système, autant le monde du documentaire, un système, enfin pour être plus précis, le monde de la fiction a un système qui est le star system. C'est-à-dire si vous arrivez à intéresser des stars à votre film se fera, sinon il ne se fera pas. Donc je me demande si c'est une tendance du cinéma américain, c'est-à-dire est-ce que quand les gens vont s'apercevoir qu'au fond ce n'est pas si rentable que ça, ils vont s'arrêter ou pas. Ça c'est le futur qui le dira. On a parlé de la manière dont vous allez chercher de l'argent. Maintenant, je me demandais s'il y avait une autocensure de votre part. C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment, vous écrivez en fonction des moyens qui vous sont donnés? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une sorte d'autocensure créative chez vous parce que vous savez que vous allez avoir des petits budgets? I've never ever censored what I've done because I knew that I have never been delusional enough to think that somebody with a lot of money is ever going to pay for my films. I know that they're going to be really low. I cannot stop looking at these Death Stars on the wall. I can't. Yeah, because I just, but I do write kind of within my means. I'm never going to write a car chase scene or an exploding skyscraper. But luckily, I think what I'm most grateful for is that I've never been inspired by movies where you have to blow up a Death Star. So I've never wanted to make those kind of movies, and it's almost like when I was in high school and I was in a band. You know, I was in a band because of Nirvana, and I wasn't in a band because of like Rush. So I never had these like very kind of influences to make me need to practice. And the same with film. I'm not trying to make Apocalypse Now. You know, I'll never forget the first quote unquote pitch meeting. Me and my actor sat down with somebody who had a lot of money, and we were trying to make our first feature. And we sat down and really wined and dined him for $1,500. That was going to be the whole budget for the movie, and so I was so far out of touch with reality that I thought that was a lot of money, and I was really nervous. But at this point now, I'm still trying to make really, really small budget movies because for two reasons. I think the less you spend, the more you might be able to keep. And then also, I don't want to ever bankrupt anybody. I'm pretty upfront. You don't have to put up the entire budget of this movie. Just put up a little bit because 99% chance you're not going to see a penny in return for like within 10 years. So I just try to be like a nice guy about it. At least I just feel guilty taking people's money, and so I don't want to be in control of $1 million. I couldn't sleep at night. So I'm going to just stay small, do small movies. That's my big aspirations. Donc je me suis jamais fait d'illusions. C'est-à-dire j'ai toujours été réaliste dans ma manière de concevoir mes films. Je sais que personne en gros, ne va financer mes films au-delà d'une certaine somme. Donc j'ai jamais été vraiment inspiré par des films où on a besoin de faire exploser des immeubles ou de faire des courses-poursuites improbables. Et c'est par exemple quand j'étais au lycée, c'est Nirvana qui m'a donné envie de faire de la musique. C'est pas des groupes comme Rush. Et je repense au moment où j'essaie de faire financer mon premier film. Je me souviens, on s'est retrouvés avec des financiers et mes acteurs autour d'une table, et on était en train de les supplier de nous donner $15 000, ce qui, quand on y pense, est une somme incroyablement petite, modique pour faire un film, mais à l'époque ça me semblait énorme. Et j'essayais de faire les films les moins chers possibles pour plusieurs raisons. D'abord, ça me permet de garder le contrôle, et puis que je ne veux pas entraîner d'autres gens dans la faillite. C'est-à-dire que si on me donnait $1 million pour faire des films, j'arriverais pas à dormir la nuit, je me sentirais très coupable. Donc voilà pourquoi je suis dans cette économie. I'm sorry to interrupt. I see in your notes you have 15,000. It's really 1,500. So just take off one of those zeros. Donc $1,500, même pas $15 000. 1,500. Very clear about that. It is unrealistic. How do you protect your IP? Is that concern?
Intellectual property. Yeah. When you visit someone and explain a project, Right. in France, it's only fees. Oh, okay. I would actually welcome somebody to try and if I pitch them an idea, I would love to see their version of it. So I really have no fear of anyone stealing my ideas, just because from page to screen it's gonna be so different. When we were shooting my second feature, Buzzard, in Detroit, so we had two cars. We had a production car with all the gear in it, and one car with just like my shit in it. And they broke into the car with my stuff, and somebody stole my script. And I was so excited at the prospect of maybe in a few years just some hood kids making their version of my movie with that script that I hope will still come out. So I have no fears about my IP or guarding that. It's just it's not what it's about, it's how it's about it. And there's just no way anybody could really steal what's in my head. So I kind of welcome somebody to steal my idea and see their version of it. I think it is Donc la question était de savoir comment est-ce que vous protégez ce qu'on appelle en anglais une propriété intellectuelle, c'est-à-dire en fait les droits d'auteur de ce que vous écrivez, notamment quand vous rencontrez des producteurs et que vous leur racontez le film que vous êtes en train d'essayer de faire. Donc en l'occurrence, la réponse de Joël était que si je leur raconte, je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire de ce que je leur raconte, puisque ce que j'écris n'a en fin de compte pas grand-chose à voir avec ce qui se retrouve à l'écran. Et quand je tournais mon deuxième film qui s'appelle Buzzard, on était en train de tourner à Détroit et en fait on a forcé la porte de ma voiture, je me suis aperçu qu'on avait volé le scénario et j'ai trouvé que c'était une idée assez excitante de me dire qu'il y avait peut-être des gamins qui étaient dans la nature avec le scénario et qui allaient se lancer dans leur propre version de mon film en fait. I just wanted to add something to that. There are nothing but thieves in America as well. It is something that comes up. I agree with you. I like what you said. I'd love to see what these guys do with the exact same idea. Because there's two people going to do something completely different with a blueprint, with a recipe. But it is something that we deal with, and Rez is always telling me to shut my mouth because I tell people our ideas. This is something that actually we dealt with very recently, about 8 years ago. No, not 6 years ago. I was shopping around an idea for a short film, which was based in Singapore about the hangman, the executioner of Changi Prison in Singapore, who would get to know the people on death row for weeks, months, years before he actually hanged them. And I was doing research and meeting filmmakers and blah, 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 blah. And I did meet with a very renowned Singaporean filmmaker, who kind of said, like, this will never get done here. It's too controversial. Like, you should just go off and do whatever. Like, bye, see ya. And then this year, I made that film. I made a short film that did very well and went around and had some success and sold it to TV in America. But then this year, that very same filmmaker that I saw presented a movie at Cannes on the exact same topic, L'Apprentice. And oops. It's and it is a different film, but similar vein. And I haven't. Not a very good film. I haven't seen it. You saw it, yeah. I saw it. But your short is very good, actually. Merci beaucoup. But so it is. At the end of the day, I'm happy for all these ideas to be out there and for people to pluck them. And I think it says something more about the culture. That people want to make stories about these kinds of things. But it is something that we have to deal with in Hollywood particularly. But, it's easy to, I don't know how you do it here in the States, we sort of register a screenplay with the WGA, the Writers Guild of America, or you pay $10 or $20 online and you get a little number, and if anyone makes something like that, you get to say, wait a minute, I'm going to sue you because, I have a treatment for this. And that's a process that you kind of do along with your pitches and your work and whatever. Alors moi j'avais envie d'ajouter quelque chose, c'est que parce que dans la question, ce qu'Émile n'a pas précisé, c'est que monsieur vous disiez qu'en France tout le monde était des voleurs.
De ce côté-là aussi, aux États-Unis aussi, tout le monde vole. En fait, moi, effectivement, j'ai très envie de voir ce que les gens vont faire dans la nature, s'ils récupèrent mes idées, s'ils prennent mon script. Évidemment que ça donnera des résultats très différents, même si on a le même script, même si on a la même recette, ça donne pas toujours la même chose. Et souvent, d'ailleurs, c'est Reza qui me dit de me taire parce que je passe mon temps à parler aux gens, je donne mes idées et j'en parle. Et du coup, il y a environ 6 ans, par exemple, ce qui s'est produit, c'est que j'étais à Singapour, j'étais en train de faire des recherches et de me documenter un peu et d'essayer de récupérer du matériau pour un film que j'avais envie de faire à propos d'une histoire autour d'un bourreau, de l'homme qui va exécuter les prisonniers sur le couloir de la mort dans une prison et qui en fait apprend à connaître les gens qui sont dans ces cellules pendant des semaines, des mois, des années même parfois avant de les exécuter. Et donc j'étais en train de faire ces recherches, j'étais en train de rencontrer des gens, j'étais en train de discuter avec des gens autour de ça et j'ai rencontré un réalisateur singapourien très connu. Je lui en ai parlé, je lui ai pitché mon idée, il m'a dit ça ne sera jamais fait, c'est trop polémique, c'est trop problématique, ça ne sera jamais fait. Retourne faire tes petits films et puis salut quoi. Donc moi j'ai quand même fait mon film, j'ai quand même vendu mon film, c'est un court-métrage, il est passé à la télévision, il s'est passé pas mal de choses autour de ce film. Et puis j'apprends cette année qu'à Cannes, un certain réalisateur singapourien montre un film qui en fait parle de la même chose, donc The Apprentice. Évidemment, je suis content de savoir que toutes ces idées sont là, prêtes à être recueillies dans la nature. Et évidemment que c'est intéressant de se dire qu'il va y avoir des résultats très très différents. Mais je pense que ça dit plus quelque chose de la culture que ça ne dit quelque chose des gens. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit beaucoup plus confronter à Hollywood. C'est un milieu beaucoup plus particulier. Et aux États-Unis, je ne sais pas comment ça marche en France, mais aux États-Unis, vous avez un certain nombre de fonctionnements spécifiques ou de processus par lesquels vous pouvez sécuriser vos scripts et vos idées, notamment le Writers Guild. Vous pouvez en fait acheter pour une très petite somme d'argent, 10-20 $ à peu près, une sorte de numéro qui est rattaché à une idée ou un script, par exemple, que vous auriez fait enregistrer. Et de cette manière, si quelqu'un vous vole votre idée, vous pourriez arriver avec un procès en disant « mais c'est à moi ». Mais c'est un processus qui vraiment est à part entière en fait intégré dans le processus de pré-production, de recherche, d'écriture. Donc en fait, bien sûr qu'il y a des idées, mais il y a aussi un moyen de contrer ça. I had a very specific experience, which is that my film Kate Plays Christine is about Christine Chubbuck, who committed suicide on air, and it's on television. And it was a film that I've been thinking about for many, many years. And then right when we announced our film, I found out that there's another film called Christine, which is a fiction film about the same exact story. And we knew the whole time that they were making their film and we were making our film. And it's a very small New York community of filmmakers, and we know each other. And my cinematographer was the roommate with one of the main props people for that film, and there's a lot of crossover, that kind of stuff. And then we couldn't have guessed that both would premiere at Sundance and both would sort of be coupled together in this way. And but it sort of does speak to, that story does sort of speak to what American independent film is. It very much is a Wild West sort of kind of thing. That's not something, the films, although are very different and are after different things, still they're going to be talked about in this sort of direct way. And I think that there's just I have no problem with that, and probably that's because my film's smaller and I'm sort of punching up a little bit, whereas their film had bigger budget and bigger cast and probably bigger aspirations in terms of making its money back. But it does make me think about sort of what this all really means is that, I want to make movies about ideas, and those are only going to be my ideas. And it's sort of what Joel said, the idea that someone would have another take on such a tragic, overwhelming story is very, very exciting, because that's sort of more valuable, and it does help, put the whole thing in perspective, because it's not about me, and it's sort of about my relationship to the thing. And so that's, I think we're sort of, we don't really know how it's all going to shake out, because both films are sort of playing around, and
and they're going to both be released in theaters, and I think we'll see how that conversation advances. But it's very exciting, and I mean, I will say that our film has the sort of angle that it's critiquing the idea that you would even make the film in the first place. That's sort of the nature of our movie, and their film is the film. So there is some aspect of it that probably seems like we're criticizing them for making a movie, but that's not at all the case. It's very much looking inward about why we would want to make the movie. So I don't know. It just sort of, I just don't know that would have happened if not for the sort of unstable, strange, semi-connected, independent film structure that exists in America. I think that's the only way Kate Plays Christine and Christine get made and released at the same time, basically. Donc en l'occurrence, pour Kate Plays Christine, je me suis inspiré de l'histoire de Christine Chevek. C'est un projet auquel j'ai pensé pendant plusieurs années. Il se trouve que au moment où je faisais le film, se faisait en même temps une fiction basée sur la même histoire, qui était faite par un réalisateur qui est lui aussi issu du petit monde du cinéma new-yorkais. Et il y avait plein de liens de corrélation entre les deux films. C'est-à-dire que mon chef opérateur était coloc avec l'accessoiriste de l'autre film, par exemple. Et il se trouve que les deux films ont atterri à Sundance. Donc c'est vrai que parfois le monde du cinéma, même le cinéma indépendant, peut être un petit peu comme un western. On essaie de se piquer les idées, etc. Mais à l'arrivée, les deux films sont très différents. Ils vont sans doute avoir une réception très différente aussi. Le mien est un film plus modeste, tandis que l'autre est un film qui repose sur un casting qui est sans doute plus ambitieux dans la réception qu'il essaye d'avoir, dans la carrière qu'il essaye d'avoir aussi. Mais moi, ça m'intéresse de faire des films à partir de mes propres idées. Et je trouve ça très stimulant de voir une autre vision sur la même histoire. Parce qu'au fond, cette histoire n'est pas à moi. Ce que j'en livre à travers le film, c'est simplement ma vision de cette histoire vraie. Il se trouve que les deux films vont sortir en salle, peut-être à la même période. Et le nôtre, c'est assez intéressant, puisque c'est une forme de critique, en fait, du fait, sur l'idée de faire un film sur cette histoire, tandis qu'eux ont fait le film, en fait. Mais mon film ne critique pas non plus l'idée de faire un film du tout. Donc voilà, c'est deux visions d'une même histoire. Can I just add that I mean, you know, Shakespeare didn't have the ideas for most of his stories, but no one remembers the previous works that he drew from, and if a movie is just solely based on a really interesting idea and the movie isn't good, no one's going to care, and I think that's where indie cinema comes, is like where the voice of the filmmaker is the thing that's the most important. I know the press and people like to write about it. Oh my God, this is like an original idea, blah, blah, blah. But I think every story, everything's been done. You know, and then also making independent film, I find is so difficult that you have to find your partners in crime who you absolutely trust, you know, that you want to work with, because there's so many challenges, not just people stealing ideas, but there's so many different challenges, and that plays a big part in it too. I actually want to remake films that were good ideas, but they were shitty movies, you know, because I hate remakes, but I'm like, there's like all these really interesting films that had good ideas, but they were just so poorly executed. You know, let us remake them. And I think that should become a new trend. Pet Sematary 2? Pour ajouter à cela, Shakespeare n'avait pas les idées originales de la plupart de ce qu'il a fait, mais je crois que personne ne se souvient des gens qui lui ont donné cette inspiration. Et je pense que c'est la même chose dans le cadre du cinéma américain, en général. C'est-à-dire que les films sont bons parce que la voix et la patte spécifique du réalisateur ou de la réalisatrice est la chose la plus importante. Et je connais les enjeux, la presse, le marketing qui veut qu'on plébiscite une idée originale. Mais pour moi, tout a déjà été fait.
tout a absolument déjà été dit, et c'est vraiment une question de comment le mettre en forme et comment le redire ou le faire avec sa propre voix. Et je pense que c'est vraiment une question de trouver son complice, trouver ses complices avec lesquels on a une confiance absolue, avec lesquels on saura travailler, parce que c'est beaucoup plus de challenge que simplement de défendre son idée. Il y a encore beaucoup d'autres enjeux au-delà de ça. Et moi, ça me pousse à avoir envie d'en fait faire autre chose, c'est-à-dire de faire de remakes de films qui avaient des idées originales excellentes, mais qui sont de très très mauvais films. Et je sais, je déteste les remakes, mais vraiment, j'ai envie de redonner une chance à ces idées qui, pour moi, ont été exécutées de manière complètement désastreuse. Et je pense que ce sera la prochaine tendance des films indépendants. On a discuté du fait que c'était de plus en plus difficile de montrer les films indépendants à un public. Est-ce que vous avez de l'espoir grâce à des sociétés de streaming comme Netflix, Amazon ou Hulu? Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de sociétés qui achètent à prix d'or des tout petits films et les apportent au public? Est-ce que vous voyez ça d'un œil positif, ou est-ce que pour vous c'est un autre type de cooption de votre travail? We live in a fascinating time where the distribution of how we perceive cinema and television and whatever is all changing. Even in the last 2 years, when we distributed A Girl Walks Home Alone at Night, from 2 years ago till now, it's completely changed. In terms of the sales agents and the distributors that you talk to and the feelings. And this year at Cannes, they had this, some people thought that it was coming to an end, and other people thought, no, there's actually a trend that we can finally pick up on. I went to this fantastic talk with Francis Ford Coppola at the Tribeca Film Festival, and he said something very interesting, which is like, there's no cinema, there's no film, it's just all the same thing. Whether you're making a 3-hour movie like Apocalypse Now, or a 2-minute video with your selfie stick that you put on YouTube, it's all part of the same sort of ecosphere, and we're all competing. We're competing with, the kid who sings Justin Bieber lyrics in his bathtub, the same way that we're competing for eyeballs, with the guys who make Godzilla. That's a movie we should remake. Remake the Justin Bieber. Yeah, but I think it's very. There's so much sort of, I think we're seeing with the Netflix and the Hulu and the HBO Go of it all, we're seeing something similar which happened in the beginning of the dot-com bubble in the early 2000s, where you had all of these search engines like Lycos and Excite and Yahoo and Google, and everyone was competing for the same space, and lo and behold, Google won, and everyone went off and pissed off, and Yahoo's still somewhere. And I think you're seeing something like that right now. There was this feeling that Netflix was this great sort of dominating gorilla in the room, and that everywhere, and Netflix was just going to be in every house. That was just going to be it. But now you're seeing actually a resistance against Netflix from users, from filmmakers, from distributors. So I think these models are being toyed around with, like you saw in the music industry. I had to open iTunes the other day because I wanted to burn a CD. Does anyone still burn CDs? And I had no idea how to use it. It was just so long. But now everyone's on Spotify. I think what you're going to see is you're going to see a player that's come in, and right now Netflix doesn't release its information, and so it has this beautiful monopoly on how much they can charge, and nobody knows how many eyeballs are actually watching the content. I think you're going to see a player come in and say, no, we're going to be very transparent and create a model where people are paying per usage, per eyeball, the way that Spotify works. So, I think the economics are working itself out, and so I feel positive in that sense. Like you said, make good stuff and you keep making it, and it will kind of find an audience that's out there. Hula. Alors, vous m'excuserez, j'ai pas toutes les marques, mais
No, I haven't. Alors, c'est une époque fascinante. C'est une époque fascinante en ce moment dans laquelle on vit parce qu'en fait, on s'aperçoit que ce soit du côté de la perception qu'on a du cinéma ou de la télévision, tout a énormément changé, tout change en permanence et tout change très très rapidement. Nous, par exemple, il y a 2 ans, quand on essayait de distribuer A Girl Who Walks Home Alone at Night, tout avait complètement changé. C'est-à-dire que déjà à l'époque, les distributeurs et les acteurs ont complètement changé de discours en fait entre les distributeurs et les exploitants qu'on a rencontrés il y a 2 ans pour distribuer et les gens qui aujourd'hui essayent de refaire la même chose. Non seulement on avait l'impression à l'époque qu'on arrivait à la fin d'une tendance, mais aujourd'hui on a l'impression qu'en fait au contraire on peut se saisir d'autre chose qui a complètement changé. Je pense qu'il n'y a pas totalement une tendance au niveau de la distribution, mais que voilà, c'est un petit peu en train d'aller très très vite et qu'il faut suivre. Moi j'avais été à une conférence passionnante de Francis Ford Coppola à Tribeca, au festival de Tribeca, qui disait qu'il n'y avait vraiment pas de différence entre en fait faire un film, faire une vidéo, que tout est pareil et qu'aujourd'hui on est en compétition directe avec tout et tout le monde. Que pour lui, il n'y avait plus de différence entre faire un film de 3 heures tel que Apocalypse Now ou une vidéo de 2 minutes avec son selfie stick de soi en train de chanter quelque chose. Et aujourd'hui, on est en compétition avec le gamin qui chante Justin Bieber dans sa douche et on est en compétition avec les gens et on est à la fois en compétition avec toutes ces perdus qui regardent ce qui se passe du côté de Godzilla. Et d'ailleurs, on devrait faire un remake de ce film. Ça me rappelle le moment où en fait tous les moteurs de recherche se sont lancés en même temps, tous les trucs type que Hula, Yahoo, Excite, etc., qui se sont lancés et qui essaient tous d'être en compétition les uns avec les autres sur le même type d'espace cybernétique. Et en fait, je pense que c'est la même chose. Aujourd'hui, de toute façon, ça a décanté. Bon, Yahoo est toujours dans le coin, mais ça a décanté. Et je pense qu'on voit la même chose aujourd'hui du côté de la distribution et du streaming. On avait l'impression que Netflix serait ce gros gorille menaçant dans un coin de la pièce qui serait toujours là. Et en fait, on rencontre aujourd'hui une plus grande résistance, que ce soit de la part des utilisateurs, mais aussi des distributeurs, mais aussi des artistes. Et je pense que c'est assez intéressant parce que du coup, il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent, d'autres types de modes d'exploitation, mais ça reste extrêmement intéressant. Par exemple, récemment, moi, dans la même idée, j'ai dû ouvrir iTunes pour essayer de graver un CD. Je ne sais pas comment on fait, puisque ça fait trop longtemps. Je ne sais pas si vous gravez encore des CD, mais ça faisait un moment. Tout le monde s'en fout maintenant. Tout le monde va sur Spotify et paye à l'écoute. Et puis, ça va beaucoup plus vite. Et je pense que Netflix a un monopole absolu aussi parce qu'il n'est absolument pas transparent sur les chiffres qui brassent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien on paye et pourquoi et pour combien de services. C'est-à-dire que les gens qui voient des choses sur Netflix, actuellement, Netflix retient les informations et on n'arrive pas à savoir combien visionne quoi et qu'est-ce qui se passe en termes de pourcentage de streaming, en fait. Je pense que l'avenir, c'est beaucoup plus le paiement direct pour l'usage, spécifique par chaque usager. Quelque chose qui est beaucoup plus près aussi du système de Spotify, par ailleurs. Et je pense que finalement, c'est quelque chose d'assez excitant et c'est des perspectives plutôt intéressantes. I would say I think those specific 2 companies, Netflix and Amazon, are too fickle and too conventional to be saviors of anything, honestly. Because I mean, the documentaries that are being funded are just, the most obvious ones. And sometimes they could be good, like the film The Square. It's a great film. But it makes sense. I haven't seen them do anything, either company, that's challenging or like going to flip anything and try to say like, okay, we're going to put a new kind of thing in front of you. It just seems like they're looking for a thing that's going to reinforce and just be sort of, but just because they can put more money into it, they're getting the things that HBO would have gotten a couple years ago. I don't know that doesn't seem to be a big hope for anything except for there's another possible avenue, except we see with companies like that, and I think you hinted at this a little bit, Netflix a few years ago was a reliable sort of place to bring a film to. Basically, if you had a distributor of almost any size, your film would get to Netflix and would be seen by a lot of people. And then one day they said, okay, we're not going to do that anymore. We're done with that. And so no independent films for a while, and that was a couple years. And then they said, okay, well actually we're going to switch again, and now we're going to do it this way. And now in the U.S. a lot of companies like the Cinema Guild and great distributors of great cinema have lost their Netflix deals because Netflix is now redoing its entire business model again. And Amazon, the thing is that Amazon could absolutely be a fix of that issue because it's a much bigger platform overall, and you can find more stuff.
But I mean, the last time I tried to watch a movie on Amazon, the quality was so poor that I literally had to go. I was like, I'd rather go pay a lot more money than my Amazon Prime membership allowed me to stream this. So like, I don't see them. It just seems like it's a fickle of the moment kind of thing. And if we see an Amazon series there is a couple that are good, but if there's a really great Amazon series that continues to be great, maybe that'll be something. If Netflix continues to do Making of a Murderer Part 7, whatever, the repetition of the same ideas again and again and again, then I mean, if they try some new paradigm stuff, then maybe I think it will be a new hope. But right now it just seems like same old, and also just too fickle. You never know. Like, it's almost certainly going to be completely different in 6 months. And so you can't really, when you're making a film, you're thinking 1, 2, 3 years in advance. There's no way for you to plan for that, for them to be there for you. Donc, en ce qui concerne Netflix et Amazon, je pense que c'est des modèles de distribution qui sont en fait trop conventionnels pour sauver quoi que ce soit, du moins en matière de documentaires, puisque si on regarde les documentaires que produisent Netflix, par exemple, c'est des produits absolument standards, même si c'est des films très corrects. En fait, ils font un petit peu le travail que pouvait faire HBO il y a quelques années, en termes de choix de financement. Et il y a quelques années, Netflix faisait un vrai travail de découverte du cinéma indépendant. Et puis ils ont changé leurs règles. Ils ont dit qu'ils arrêtaient complètement les films indés avant de les reprendre. Donc c'est assez compliqué. Et puis les syndicats n'ont pas trop réussi à suivre toutes les évolutions de Netflix. Donc c'est vrai que si Amazon peut jouer un rôle, c'est peut-être pour être là où Netflix n'a plus su être. Mais en l'occurrence, le problème que j'ai rencontré avec Amazon quand j'ai essayé de regarder un film la dernière fois, c'est que la qualité était tellement médiocre. En fait, ça m'a détourné du film, et j'aurais même préféré payer beaucoup plus cher pour avoir le film avec une bonne définition. Là où Amazon aurait peut-être aussi un moyen de prendre le pouvoir sur Netflix, c'est avec les séries. C'est-à-dire que s'ils proposent des contenus séries innovants, là où Netflix commence un petit peu à se répéter, ça pourrait être une occasion pour eux de prendre le devant. Mais pour l'instant, j'ai un peu l'impression qu'entre Netflix et Amazon, c'est un peu du pareil eux-mêmes. Et en même temps, ça marche par cycle. C'est-à-dire qu'en tant que réalisateur, il faut que je pense 2-3 ans à l'avance le mode de distribution de mon film. Mais toutes ces plateformes, elles évoluent tous les 6 mois, en fait. I just wanted to thank you for allowing me to be part of this. I have to go hustle now. I have to go to a business meeting in the Marais for our film. So I'm going to go do my thing. Merci beaucoup, Reza, d'être venu. Merci. De toute façon, on va bientôt boucler parce que c'est vrai que ça fait 1h10 et il va falloir qu'on libère la salle. Mais j'avais vraiment une dernière question, c'est est-ce que vous avez peur finalement qu'un jour le cinéma indépendant n'ait plus de place en salle, sur un grand écran? Et j'imagine qu'en tant que cinéaste, le grand écran, c'est quelque chose qui vous fait encore rêver et fantasmer. Et est-ce que vous avez peur que justement ce cinéma-là n'ait plus sa place dans les salles? I think so. I think I'm afraid of that. Just because, at least in the Midwest where I live, art house theaters are dying, like you were saying, more and more. And for me, I do hate the idea of somebody watching something I spent, so much time and money on this. Like, it shouldn't be watched on this. Even though it looks really great on these, like the quality, like any flaws technically are kind of wiped away, compressed. But and headphones, little earbuds, that's kind of a bummer. But whatever, you have to embrace technology, and theaters are I don't know. I am afraid of that. That's the reason I made movies, is so people will watch it in a big dark room with strangers, and the fact that may not exist in a few years is kind of a bummer, but I'm just a bummer guy, so I'm sure things will be fine. I'm sure things will be fine. Oui, c'est effectivement quelque chose qui me fait peur, parce que j'habite dans le Midwest et tous les cinémas d'art et essai sont en train de fermer. Et pour être très franc, je travaille longtemps sur mes films, j'ai pas envie qu'à l'arrivée on les regarde sur
un écran de téléphone portable avec des écouteurs. En même temps, il faut pas avoir peur de la technologie. C'est juste que j'aime le fait que les gens soient dans une salle de cinéma. Donc ce serait vraiment pas de chance, je pense, que le cinéma disparaisse. En même temps, je suis pas vraiment un type qui a beaucoup de chance. Donc, I'm not worried about it dying. I mean, I think it's going to always be bigger or smaller. But like I said before, independent film has always been tiny. It's always been like you very quickly, you know, when you're walking down the streets of New York and you think of all these people that could go see your movie and they won't, and they'll never hear about it. And then you turn to the left, like, and there's like 7 people there chattering about your film, and you're like, all right, that's my people, you know, and that's it. And there maybe it'll go from 7 to 20, or maybe to 250, but it's never going to be 1 million. It's never going to be 2 million. But it'll never die either, because I think that for one, we've built beautiful rooms like this, you know, and Art House, they're dying. But they also open up new ones all the time, and it's like, how the hell do they open up the new ones? I don't know that, but you know, yeah, I mean, yeah. But I also think it's our job, if we want people to go see movies on bigger screens, it's the filmmaker's job to give them a reason to do that, because you're competing with the ability to watch it on a phone, and so you have to make things that are worthy of big screens, and I don't think most filmmakers do that, period. And I think it's a challenge for filmmakers to say, if you want people to go see it on a big screen, make it fucking cinematic, and then you know that you have to see it on this, you know, and so there's a narrow path, but I still think we can excite those people. I still think people want to go see movies in movie theaters. Yeah, but because you can eat and, you know, have someone walk in front of the movie screen, which is fucking weird, but anyway. Pour ma part, ça me fait pas tant peur que ça. C'est sûr que le marché fluctue évidemment, mais j'aime bien me dire que quand on marche dans la rue à New York, on voit plein de gens qui en fait n'ont aucune idée que votre film existe. Puis là, on tourne la tête, on voit 7 personnes qui sont en train de parler de votre film. Et puis peut-être qu'un jour, ces 7 personnes en seront 20, peut-être un jour 250, ça peut vraiment varier. Donc quand des cinémas ferment, d'autres ouvrent en permanence. Mais je pense que c'est vraiment notre boulot, presque notre responsabilité en tant que réalisateur, de donner envie aux gens de se déplacer et d'aller dans les salles de cinéma. Et tout simplement, la majorité des réalisateurs aujourd'hui n'y pensent même plus, en fait. C'est-à-dire que pour que les gens aillent en salle, il faut faire un film qui soit du vrai cinéma. Et ça, au fond, c'est ce qui est le plus difficile. Mais Robert, justement, est-ce que quand on fait du documentaire, c'est d'autant plus difficile de mobiliser les gens en salle? It's definitely harder to bring people who want to. I mean, documentaries. The word documentary just sounds like going to school for so many people, and but it's weird because you'll get some films will do very well because they are essentially school lessons put on screen, and that they don't belong. I don't think that necessarily belongs in the cinema. I think that idea is changing slowly about what a documentary is. To me, it's a starting place. It's like you're starting with some sort of non-fictional thing, and then you're making a movie, which is a ton of fictional decisions. And I think if people understood that better, filmmakers made films that were using that more, then it would be easier. I think audiences are generally excited by new possibilities and new things. But yeah, I mean, it's very. I mean, I was just talking to someone about how many. There is, this summer in New York, there is going to be a new documentary released in theaters every single week from basically now until the end of the year. And they're all going to fail. You know, their Wiener did pretty well, but that's a New York story, and it's a very big story, and it's a fairly well-made film that plays on all these things. But one of them after another are going to lose money. And which means next summer there won't be a documentary released every single and part of me is like, oh, that's kind of sad, because obviously I like a lot of those movies and I want to, but part of me is like, well, they don't deserve that, you know. The one thing I hate when independent filmmakers talk about their role
is there's this for some people there's this idea that like because we're artists or we're documentary filmmakers or we're comedy writers or whatever, we deserve an audience. And I don't think we deserve an audience. I think you have to earn an audience. And I don't, most films, documentaries being the chief, version of this or the worst offender, most films don't work to deserve their audience. And I just think that so when I see things do poorly, yeah, there is a rising tide rises all boats idea of like, if everyone could do better, we'd all be happier. But I actually don't. I'm nice. I feel competitive about it. I'm like, I don't think this X, Y, and Z deserve those big runs, and I'm fine with them failing. But I don't want to fail because I think I deserve it. Donc le problème avec le documentaire, c'est que on est sur un terrain où en fait beaucoup de gens voient votre travail comme quelque chose d'assez pédagogique au fond, alors que on est en train d'assister à des changements des bousculements dans la perception du documentaire par le public. Et au fond, faire un film, même si c'est un documentaire, ça relève. On doit faire des choix qui relèvent de la fiction. Et je pense que si les spectateurs comprenaient ça, ça rendrait notre travail de réalisateur au fond beaucoup plus simple. Et si on regarde le calendrier des sorties là à New York, à partir de cet été jusqu'à la fin d'année, chaque semaine, il va y avoir un documentaire. Et je pense qu'ils vont tous se planter. C'est-à-dire qu'il y a Winner qui a réussi parce que c'était un film vraiment spécifique à l'histoire de New York et que c'était un bon film. Mais à part ça, je pense qu'ils vont tous être déficitaires. Et l'an prochain, le résultat, c'est qu'on n'aura plus de documentaires en salle. Mais on peut trouver que c'est triste, mais en même temps, je pense que la plupart de ces films ne méritent tout simplement pas de sortir en salle. Un public, ça se mérite, au fond. Et le documentaire, souvent, malheureusement, ne fait pas d'efforts pour mériter son public. Donc, au fond, c'est un cercle qui est extrêmement compétitif. Moi, j'estime que mon film mérite un public, mais beaucoup ne le méritent pas. I want to add one thing. I think there might be a relationship between what I'm saying about Netflix and cinemas. I think what ends up being bought by Netflix most likely would fail in the movie theater, and what Netflix would never touch is something that belongs on the big screen. And so there's probably some sort of relationship there where what I'm saying about like these films that I'm saying are going to fail, most of them are going to be sold for a lot of money and go to Netflix and be seen many, 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 many more times for people who, that's the way people think about consuming documentaries mostly, and that's fine, and that's good. The question is, we may get to a point where, because there's so much content being made, so many different films being made, so many different styles of films, that maybe it gets more specialized. Maybe it's like, no, we don't need a theatrical run for this kind of documentary, but we do need it for this kind of film because it's different. It's a different venue for different kinds of things. So maybe there's some sort of complex, good, maybe positive relationship between that stuff. Je pense que là, la relation entre Netflix et les salles de cinéma a peut-être un rôle au niveau du documentaire, puisque Netflix va principalement acheter d'abord ce qui a fait un flop en salle. Et Netflix va probablement acheter beaucoup des films qui vont échouer dans leur carrière commerciale. Et donc j'ai l'impression que le documentaire est de plus en plus un marché de niche au fond. C'est-à-dire qu'il y a des films qui vont avoir le droit à une sortie en salle, d'autres films qui vont se retrouver directement sur Internet. Mais ça a peut-être un aspect positif au fond. I would love to add something. I think that, like you said, we have these beautiful rooms that people keep building. It's kind of like there's a spiritual value in coming to these spaces. We like to come here and laugh with an audience and cry with an audience and recommend to your friend for a date or whatever. And I think the Netflixes and the internet is sort of piping us fast food, straight to our door. We don't need to leave. And I think that's creating a fatigue. I am really fatigued on sitting in front of my TV and spending 30 minutes trying to figure out what the hell do I want to watch now. I kind of see this movement or this shift akin to, Broadway and theater back in the day. Before there was TV and movies, everyone went to see a play or a Nickelodeon or whatever. And
and there was, you know, watch Game of Thrones. There's plays in the street, you know, and you know, people would just put on plays everywhere, every corner, you know, Les Arcs and whatever. And so, but what you saw when TV and film came was, you know, theater didn't die. It just kind of segmented into, okay, here's all the Broadway musicals, like Spider-Man and, you know, what's a Broadway musical? The Phantom of the Opera and Cats. And then you have all the off-Broadway stuff, which is, you know, very, you know, Harold Pinter plays and very tight drama that is still doing very, very, very well. And I think, to testament to what you said, is the good stuff will kind of rise out of that, and the good stuff will deserve to be in a room like this because it's made to be in a room like this. You know, I had a funny experience when I went to film school, which was, I went to film school in LA, and I realized that everyone was being taught how to be a TV director, you know, just sort of unconsciously, because that's what everyone was watching. Everyone wanted to mimic the way they did this in TV or the way they did that in TV, and I realized that that was creating a very specific product, and that everyone in LA was being designed to feed that, you know. And I think cinema is different. It has a different language. It has a different history, and I think the people who know that and understand that and know how to use that cinematic language in new ways will find this space. Alors oui, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Par ailleurs, moi je pense que si on construit encore des salles aussi belles que celle-ci, s'il existe encore des salles aussi belles que celle-ci, c'est parce qu'il y a une expérience particulière à être dans des salles comme celle-ci. C'est une expérience qui est quasiment pour moi de l'ordre spirituel. C'est-à-dire qu'on vient dans ces salles pour pleurer ensemble, pour rire ensemble, pour recommander les films à ses amis, à ses amants. Et je pense que c'est très très différent de ce que Netflix peut proposer. Netflix, c'est comme vous livrer du fast-food au pied de chez vous, quoi. C'est-à-dire que tout est très disponible, et ça crée une espèce de fatigue, une lassitude même. Moi, je me sens très là, en fait, d'être face à ma télévision et de mettre une demi-heure à savoir ce que je veux regarder, presque comme s'il y avait trop de choix. Et je pense que c'est une segmentation qui va rejoindre, en fait, très prochainement celle qui a déjà existé par ailleurs dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire l'arrivée du cinéma et des cinémas face à Broadway, face au théâtre, face aux pièces que les gens, enfin, avant d'aller au cinéma, les gens allaient voir des pièces, et il y en a partout, et encore aujourd'hui, il y en a partout, à tous les coins de rue, vous voyez des gens jouer, vous voyez encore Broadway fonctionner, vous voyez encore Broadway tourner, et pourtant les gens voient et regardent Game of Thrones. Je pense que c'est la même chose aussi quand la télévision est apparue. C'est-à-dire que la télévision n'a pas fait mourir le cinéma, la télévision a fait émerger un autre type de cinéma. Et je pense que ce qui appartient à Broadway reste à Broadway, et ce qui appartient au cinéma reste au cinéma, que ce soit Spider-Man ou Phantom of the Paradise ou Cats à Broadway, et ce qui du coup continue d'exister off-Broadway, donc à l'extérieur de ce filon-là, continue aussi d'être excellent, continue d'être ambitieux, que ce soit des pièces d'Harold Pinter, etc., qui continuent de rencontrer leur succès, en fait. Et je pense que ce qui est vraiment méritant, ce qui sera de bonne qualité, les bons produits, les bons films émergeront. Et on les verra. Et moi, mon expérience personnelle en tant qu'ex-étudiant d'une école de cinéma à Los Angeles, c'est que je me suis aperçue dans le processus qu'en fait, on était tous en train d'être formés à être des réalisateurs de télévision. Et c'est simple, en même temps, c'est la demande, c'est-à-dire que tout le monde regarde la télévision, tout le monde doit à un moment donné obtenir de ça et comprendre comment ça fonctionne, et on était tout simplement en train d'être des étudiants qui n'apprenaient pas à diriger les films, mais à diriger des séries, par exemple. Et je pense que le cinéma a un langage et une histoire tout à fait spécifique et très différente de celle de la télévision. Donc je pense que c'est en comprenant cette différence et ce langage et en apprenant à le maîtriser que là, nos films trouveront leur place dans les salles. Voilà, on doit s'arrêter là. Merci beaucoup d'être venus. En tous les cas, merci à tous nos réalisateurs d'avoir été présents. C'était très enrichissant. Et voilà, donc les films sont visibles au Champs-Élysées Film Festival. Merci encore d'être venus.